Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jour de match CAL, votre émission d'avant-match consacrée aux réceptions du CA Lannemezan Rugby. 5e journée de National 2 et c'est l'US Tyrosse qui arrive à François Sarratt ce samedi à 15h15. Cette émission vous est présentée en partenariat avec les ambulances Jacomet de Lannemezan. Passons au sommaire de cette émission avec pour commencer Stéphane Zampart, le tout nouvel entraîneur des espoirs du CAL. S'en suivra un sympathique échange avec Hervé Jacomet, le gérant des ambulances Jacomet de Lannemezan, qui nous parlera de son lien avec le club rouge et blanc, mais aussi et bien sûr de l'opération Octobre Rose. Enfin, Alexandre Pratt, le tout nouveau responsable de la cellule médicale du club, nous parlera de son rôle et notamment d'une partie réathlétisation qui lui tient à cœur avec les blessés. Ne perdons pas une seconde et partons à la rencontre de Stéphane Zampart qui va nous parler de ses petits protégés, les espoirs du CAL. C'est parti. Démarrons cette émission avec Stéphane Zampart, l'entraîneur des avants de cette équipe espoir du CAL version 2022-2023, aux côtés de David Marc. Bonjour Stéphane. Bonjour Romain. Alors avec David, vous êtes tous les deux bien connus de François Sarratt, on peut le dire. Racontez-nous un peu votre histoire avec le club rouge et blanc. Bon, il a commencé très tôt à l'école de rugby, dès l'âge de 7 ans, où effectivement on a commencé avec les présidents, Lionel Béguet, Christophe Schneider, en minime, Benjamin minime, cadet, voilà. Et puis l'histoire a commencé à ce moment-là. Et puis on a gardé des affinités, des connaissances, et forcément... revenir dans le club rouge et blanc est toujours une belle aventure. Justement, racontez-nous comment s'est passé un peu votre retour et votre prise de fonction aux manettes de cette équipe espoir. Justement, moi j'étais entraîneur par le passé et j'avais pris une année un petit peu sabbatique l'an dernier, juste après Covid, parce que c'était compliqué. Je sortais de 2 années compliquées, Covid avec le club de Laurent, et j'ai été sollicité en discutant de bouche à oreille avec Christophe Schneider justement, qui est un ami, et voilà, de fil en aiguille on a discuté un petit peu des espoirs, de l'équipe 1, de l'ambition du club, etc. L'objectif était de remonter une belle équipe espoir, et effectivement ça s'est fait comme ça, très rapidement et très naturellement en fait, et en compagnie surtout de David Marc avec qui j'ai joué, qui est un ami de longue date, et effectivement on est vraiment sur la même longueur d'onde, donc tous les deux ça s'est fait naturellement. Ça a donc bien sûr joué sur votre décision d'arriver avec votre ami aux commandes. Oui, tout à fait. On s'est consulté, on a très rapidement pris notre décision. Revenir un petit peu sur le plateau, c'est un peu revenir et transmettre tout ce que l'on avait appris depuis enfant, et un petit peu essayer d'apporter un peu notre envie de gagner, notre touche un petit peu auprès de ces jeunes qui sont quand même méritants au club. Alors justement, parlez-nous de vos jeunes, racontez-nous un peu votre début de saison. Alors on va pas se le cacher, début de saison compliqué, on assume et on connaît totalement nos carences, on y travaille dessus d'ailleurs. Comptablement c'est un bilan négatif, 4 matchs, 4 défaites, on reste quand même sur un match un peu plus consistant je dirais la semaine dernière, mais effectivement on a une équipe espoir moins de 23 ans très jeune. Je calculais rapidement moins de 19 ans de moyenne d'âge, ou 19 et quelques mois de moyenne d'âge, donc effectivement la plupart étaient juniors encore l'an dernier, donc beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à assimiler par rapport à un niveau quand même qui est exigeant au niveau espoirs nationaux. Justement, vous venez de le dire, lors du dernier match, la réception de Auch, vous étiez au coude à coude durant une grande partie du match. Selon vous, qu'est-ce qu'il manque encore pour faire basculer des matchs vers la victoire, ou du moins s'en rapprocher de très près? Alors en effet, on bascule à la mi-temps avec 3 points de retard. On fait une très mauvaise entame encore, où on encaisse 2 essais successifs et on court après le score.
Donc c'est compliqué et on est resté collé au score quand même. À la mi-temps, on a positivé parce que c'était quand même beaucoup mieux que les prestations précédentes qui, elles, n'étaient pas du tout à la hauteur de ce que l'on attendait. Mais ce qui manque pour arriver à basculer du côté positif et remporter les matchs, je pense que c'est encore du travail, plus que tout du travail et du respect des consignes et de travailler sur les détails qui nous manquent aujourd'hui. Vraiment, on prend des essais un peu trop faciles et si on arrive à travailler là-dessus et à positiver, je pense que ça pourra vite, rapidement tourner sur des défaites et du positif. Justement, avec David Marc, dans cette période, vous l'avez dit, vous attendez cette première victoire. Quel discours tenez à vous à vos joueurs et comment fait-on pour garder cette positivité qui est difficile dans ces moments-là? Malgré tout, il le fait parce que vous avez un groupe jeune et ils ont toute la saison devant eux pour progresser. Contrairement à une équipe 1 qui a le couteau sous la gorge par rapport à la descente éventuelle ou une qualification et une montée, voilà, il y a deux cas de figure. Donc il y a une certaine pression, qu'elle soit positive ou négative. En espoir, on n'a pas cette pression de la descente. Donc quand bien même aujourd'hui on est encore dernier de notre classement, on n'a pas de pression particulière. Donc on cherche à aller chercher le meilleur de même au niveau des joueurs, d'essayer de positiver au maximum. Alors ça n'empêche pas qu'on a aussi nos petits coups de colère parce qu'on est compétiteur et qu'on n'accepte pas la défaite. Hein. En tout cas, on travaille pour réduire ces défaites. Ce qui manque, je pense que c'est encore un peu plus d'implication de chacun, mais ce qui est clair, et on l'a déjà annoncé aux joueurs très tôt, c'est qu'on ne lâchera pas et qu'on continuera à se battre toute la saison. Du coup, dès dimanche, l'objectif, aller chercher quelques points sur la côte basque, à Anglet. Écoutez Romain, oui, on se déplace du côté d'Anglet. Aller chercher des points, ce serait un peu ambitieux. Maintenant, être sur la dynamique et dans le contenu surtout, être sur la lancée de la semaine dernière contre Roche, ça me plairait bien, ça nous plairait bien d'enchaîner 2 matchs comme ça avec du contenu positif. Dernière question, c'est la rubrique Vous avez la parole avec une question d'Hervé. Quel est votre plus beau souvenir avec le CAL ? Alors, il n'y a pas débat. Mon plus beau souvenir avec la CAL, c'est le titre champion de France 2004, Fédéral 3, où le club, quelques années auparavant, 2-3 ans avant, avait été dissous, si on peut dire, pour la fusion avec le TPR, le Tarbes Pyrénées Rugby. Et donc, le club de Lannemezan avait été reparti en Fédéral 3, une première année très compliquée, en reconstruction, avec peu de joueurs. Et la deuxième année, sous la présidence de Jean-Louis Fourcade, donc une qualification. Et la troisième année, un titre champion de France en 2004, Fédéral 3, une remontée en Fédéral 2. Immédiatement, une remontée à Fédéral 1. Bon, ça a été vraiment une période magnifique à vivre en tant que joueur. Donc le plus beau souvenir, c'est le titre champion de France. Mais la période ces années-là étaient vraiment magnifiques. Un groupe solidaire, des amis maintenant. On a toujours plaisir à se retrouver pour fêter ça et pour se remémorer un petit peu l'ancien temps. Mais vraiment, le meilleur souvenir, c'est celui-là. Je pense que c'est le Graal. On peut souhaiter à tout joueur de rugby un jour de toucher un peu un bout de bois. Voilà. Bien sûr, des souvenirs inoubliables, on n'en doute pas. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'avoir été parmi nous. On vous souhaite bien sûr une très belle saison et voilà, des victoires, une première victoire rapidement, on vous le souhaite. Merci beaucoup Stéphane. Merci Romain, merci à tous et une petite pensée pour les supporters aussi à qui on pense et on a besoin d'eux, donc que ce soit pour les espoirs ou l'équipe 1. Exactement. Merci à eux, ils sont fidèles et qui continuent à revenir au stade nous encourager. Merci. Merci. Passons aux résultats maintenant des autres équipes du CAL avec 2 beaux résultats en ouverture du championnat. Ce sont nos cadets nationaux du rassemblement Mont-Royal pyrénéen qui se sont imposés à domicile face à l'AS Tournefeuille. Une belle victoire sur le score de 36-0. Même chose pour les juniors nationaux du club. Le CAL s'est imposé face à l'AS Tournefeuille sur le score de 26-5. Au menu de l'agenda des jeunes ce week-end, les cadets nationaux jouent à 14h au complexe sportif de Lothar à Castanet-Tolosan. Les juniors nationaux également sur la même plaine joueront à 14h30, complexe sportif de Lothar à Castanet-Tolosan. Enfin, du côté des filles, les féminines, les cadettes jouent à Lourdes à 15h contre le rassemblement Las Hordas, Pays de Lourdes.
comme nous en avons discuté il y a quelques instants avec Stéphane Zampar. Revenons en quelques mots sur les résultats et le classement de nos espoirs du club. Vous le savez, lors de leur dernier match, nos espoirs se sont inclinés à domicile face à Auch sur le score de 28-37. Alors au classement, qu'est-ce que cela donne? Ce championnat espoir est dominé par l'équipe de Tyros, le champion de France en titre, qui est premier avec 15 points, suivi de Saint-Jean-de-Luz, Auch, Anglet, Florence, et nos joueurs terminent la marche à la 6e position. Au niveau de l'agenda de l'équipe Espoir, vous l'avez compris, nos Espoirs se déplacent sur la côte basque ce dimanche pour affronter les Espoirs de l'Anglet Olympique Rugby Club. Le match se déroulera au stade Girouette à partir de 13h30. Nous invitons bien sûr tous les supporters du club à aller encourager nos jeunes. Parlons rapidement des espoirs de l'AORC qui affrontent nos jeunes du club. Ils se sont inclinés lors de leur dernier match. C'était chez le voisin Saint-Jean-de-Luz. Une défaite sur le score de 21-15. Partons à présent discuter avec Hervé Jacomet, le gérant des ambulances Jacomet de Lannemezan, le partenaire du match de samedi après-midi. Vous le savez, cette émission Jour de match CAL consacrée à la réception de Tyros est réalisée en collaboration avec la société Ambulance Jacomet de Lannemezan. Et je suis ravi d'avoir ici en plateau M. Hervé Jacomet, le gérant. Bonjour Hervé. Bonjour Romain. Alors première question, on en avait déjà parlé l'an dernier sur ce plateau, mais pour les internautes qui nous rejoignent cette saison, pouvez-vous vous présenter votre société et vos activités? D'accord, donc la société, c'est les ambulances Jacomet. Nous possédons 8 ambulances et 16 VSL. Après, sur Saint-Colin, une autre société, une ambulance et 2 VSL. Et récemment, depuis l'année dernière, une société de 6 taxis. Voilà. Et nombre de salariés, la première, elle en a 48, la deuxième, elle en a 4, et la troisième société, qui est les taxis, en ont 7. Et justement, parmi vos salariés, il y a une petite tête connue du CAL. Eh oui, la petite CIA, voilà, qui a confecté d'ailleurs les nœuds roses, donc vous en avez un, et qui est aussi qui est chez nous, qui travaille en tant qu'ambulancière et maintenant un peu à la régulation. Voilà. Alors revenons à ce partenariat. Vous êtes partenaire de ce match. On va voir que ce n'est pas anodin que ça soit en ce moment, pendant octobre. On va en parler juste après. Mais pouvez-vous nous dire en quoi est-ce important pour vous d'être partenaire du CAL? Partenaire du CAL, on va remonter un peu dans les années 60, on va dire. Partenaire, à l'époque, je pense que le sponsor n'existait pas, c'était plus les donateurs. Et donc, un principal donateur, c'était mon oncle, Ulysse Jacomet, qui avait une entreprise de travaux publics et qui avait à l'époque 300-400 salariés et qui a été 2 fois président au CAL et de génération en génération du temps. On a été toujours partenaire, on va dire, que ce soit du côté de mon père ou côté de mon oncle. Voilà. Alors justement, en lien avec votre profession, quelle est l'importance pour vous de parler ou de mettre en avant cette opération Octobre Rose? Racontez-nous. C'est le mois où c'est le dépistage du cancer du sein et c'est le moyen d'information et de sensibilisation pour les jeunes femmes ou les femmes. On va dire que c'est un peu tabou encore. Et Octobre Rose est là pendant ce mois de communication, est là pour casser ce tabou, pour pouvoir en parler librement et pas se cacher, de dire j'ai le cancer, j'ai quelque chose. Bon, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. C'est le but de Octobre Rose, c'est de sensibiliser et de participer et de se soigner surtout. Justement, voilà, vous l'avez dit, le dépistage permet, quand c'est pris justement plus tôt encore, à soigner cette maladie. Tout à fait. Sur les stats, ils disent que en principe, c'est 95% de réussite de soins. Après, c'est un combat toute une vie. Une vie. Donc, et c'est vrai que c'est une maladie qui ronge parce que, entre l'annonce, qui n'est pas facile, la perte de cheveux, la chimiothérapie, la radiothérapie, c'est un combat qui dure des fois entre 5-6 semaines, des fois 6 mois. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est un combat de toute une vie et elles ont besoin d'être là, soutenues. Et c'est vrai qu'en France, nous avons la chance d'avoir des associations qui sont là pour s'occuper d'elles. Justement, voilà, retrouver notamment de nombreuses manifestations sur le département en ce mois d'octobre pour la sensibilisation à cette maladie. Et il faut en parler et ne pas avoir peur et surtout aller vous faire tester.
Pour reparler un peu de rugby, ce samedi à François Sarrat, c'est la réception de Tyros. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux joueurs et aux supporters pour ce 3e match à domicile? Oui, un mot, bien sûr, on a un mot, la fierté de porter ce maillot, comme je disais la dernière fois. Voilà, quand vous portez le CAL sur le cœur, voilà, ça fait boum boum. On est là, il faut se faire plaisir, mais aussi il faut gagner. Et donc, ils sont invaincus en espérant qu'ils restent encore toujours invaincus sur le plateau et qu'ils se fassent plaisir aussi, parce que c'est quand même avoir des ballons devant, derrière et pouvoir aplatir au milieu des poteaux. Et après les supportrices, écoutez, on aura un bel hommage quand même à ces dames qui seront là, j'espère. Et d'ailleurs, elles font la course le 22 novembre, la course à pied à Lannemezan pour les dons. Et en revenant, je voulais dire aussi, il ne faut pas oublier que Octobre Rose est là aussi pour un don. Donc sans le don, on ne peut pas faire de recherche. Et donc, je pense que c'est maintenant... C'est à être sensibilisé, je pense, sur le plateau pour faire cette démarche je pense que chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui a eu cette maladie et je pense qu'il faut être là pendant un mois en sachant qu'elle se bat toute une vie. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Hervé Jacomet. On vous dit bonne continuation dans vos activités et on vous dit à très bientôt. Merci Romain. Côté animation, comme d'habitude, le traditionnel repas d'avant-match au stade François Sarrat. Rendez-vous à partir de midi à la buvette du stade avec un menu toujours pareil au tarif de 15 € pour les abonnés. L'entrée au stade plus le repas pour les supporters au tarif de 28 €. Comme d'habitude, réservation obligatoire. Dépêchez-vous à réserver sur les réseaux sociaux du club ou par mail à l'adresse ca.lannemezan.rugby@gmail.com. Après le repas, justement, et avant la rencontre des grands, l'équipe fanion du club, à partir de 14 h, venez encourager les petits bouts de chou de l'école de rugby du Piémont pyrénéen qui fera une mise en place, un lever de rideau avant, je vous l'ai dit, le grand match face à l'US Tyros ce samedi à 15h15. Enfin, comme d'habitude, le stand, la boutique du club avec tous les produits dérivés à l'effigie du club et un petit stand pour les ventes des cartes d'abonnés pour ceux qui ne l'ont pas encore récupéré. Terminons cet épisode en partant à la rencontre du tout nouveau responsable de la cellule médicale du club, Alexandre Prat. Comme vous le savez, dans cette émission Jour de match CAL, nous aimons mettre en valeur toutes les strates du club. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir en visioconférence Alexandre Prat, qui est le responsable de la cellule médicale du club. Bonjour Alexandre. Salut Romain. Alors première question, peux-tu te présenter au public bigourdan s'ils ne te connaissent pas encore et quel est ton parcours ? Oui, tout à fait. Alors, mon nom c'est Alexandre Prat, je suis ostéo. J'ai aussi une formation de préparateur physique et mental au STAPS de Tarbes il y a quelques années. Donc, j'officie comme ostéo sur Pau. Aussi, je suis responsable de la cellule médicale donc au CAL. Et je suis aussi professeur d'ostéopathie à Bordeaux, où je suis là actuellement. Alors justement, comment es-tu arrivé au sein de la cellule médicale du CAL ? Alors, c'est via Samuel Bretous que je connais pour avoir travaillé avec lui il y a quelques années lors de la saison 2014-2015 à Périgueux, où j'avais un rôle d'ostéopathe. Et après, je suis parti 7 ans au Canada exercer mon métier. Et là, je suis revenu cette année en avril et il m'a contacté pour intégrer le staff parce qu'il cherchait un responsable de la cellule médicale. Alors justement, quelles sont tes missions au sein du CAL ? Alors, au niveau du CL, je vais être tout ce qui va être organisation des blessés. C'est-à-dire qu'un joueur qui se blesse en entraînement ou en match ou en dehors de la structure va m'appeler ou va me contacter en me disant « Écoute, j'ai mal à tel endroit, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, ça va être par exemple référer à un médecin du sport, aller envoyer faire de la kiné, faire de l'ostéo, parce qu'on a un autre ostéo aussi en plus au club. Ou moi, je peux le voir quand je suis aux entraînements ou lors des matchs, parce que je m'occupe aussi de faire la soigneur pour l'équipe première. Donc, je peux faire un petit test, des tests rapides pour voir s'il faut le réorienter, faire des examens ou pas. Et une fois que je l'ai réorienté, je vais faire le suivi. Donc, un joueur va me tenir au courant dès qu'il a son compte rendu d'examen, s'il doit faire une IRM ou autre,
où régulièrement j'ai les comptes rendus des kinés ou des médecins du sport qui voient, et moi je vais organiser ça par rapport au staff en disant au staff ok, ben lui il va pas être disponible 1 ou 2 semaines, on va aller travailler ensemble, et quand il y a besoin de faire de la réathlétisation sur terrain, donc le mardi ils viennent, donc ils bossent avec moi. Mettons l'autre jour on avait Valentin Cugnot qui revenait de blessure d'ischio, donc on a bossé spécifiquement ensemble sur le terrain le mardi soir, et après je lui donne des exercices et il voit le kiné, donc un peu tout ce qui va être management des blessures par rapport à ça. On le sait, dans la carrière d'un joueur, la blessure est une chose difficile à vivre, et il se murmure souvent que la cellule médicale, donc je pense aux kinés, aux ostéos, vous êtes souvent les premiers relais. Est-ce que les joueurs, souvent, se confient et ont envie de parler et de faire ressortir un peu la détresse et souvent la frustration qu'ils ont pendant cette période? Oui, on discute beaucoup. Déjà, on a une bonne communication au niveau des différentes structures. C'est-à-dire que, par exemple, on réfère beaucoup au club pas au club, au cabinet de kinésithérapie Plateau Sport à Lannemezan. Et donc, du coup, il y a beaucoup de communication. Si on sent qu'un joueur vit mal sa blessure ou a beaucoup de questionnements, après, les joueurs souvent me contactent un peu en off par messagerie en me disant, écoute, le médecin il m'a donné tant de semaines d'arrêt. Je le vis mal, est-ce qu'on peut en discuter? Souvent, on a un peu ce relais d'expliquer aussi les comptes rendus, parce que souvent le médecin n'a pas le temps d'expliquer le compte rendu et d'expliquer pourquoi il a arrêté, quel est l'intérêt aussi d'arrêter un joueur. Ça a arrivé cette année de dire, ah ben non, tu joues pas dimanche, moi je mets mon veto parce que je t'estime pas prêt. Donc souvent, voilà, il faut être capable de répondre aussi au niveau humain à cette sensibilité-là du joueur, de lui expliquer pourquoi en fait que c'est dans son intérêt. Dernière question, vous l'avez dit, la communication avec les joueurs est capitale, mais j'imagine que celle avec votre staff est aussi primordiale, parce que vous devez être en adéquation. L'entraîneur a besoin de faire jouer son joueur, par contre, c'est vous généralement, au sein de la cellule médicale, qui parfois devez être obligé de mettre le veto. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est quotidiennement, on se contacte, que ce soit l'équipe première ou l'équipe espoir, de faire le point. Même quand je suis pas là aux entraînements, ou même quand je suis avec l'équipe première mais pas avec l'équipe espoir, on fait le point, staff sportif, staff médical, d'avoir une discussion par rapport à ça et de dire ok, ben moi je sens pas, ou alors là par exemple un joueur qu'on a réintégré à l'entraînement, j'ai dit ok, moi je donne le feu vert. Vous pouvez le prendre à l'entraînement et après on voit un peu comment ça se passe. Et là aujourd'hui je dois faire un suivi avec lui par message. Donc, il se reconnaîtra pour voir un peu hier comment ça s'est passé, la reprise terrain. Donc, il y a beaucoup de communication et c'est quotidien. On termine cette interview en passant à la rubrique « Vous avez la parole » avec une question d'un dirigeant. Il n'a pas laissé son prénom. Quel joueur consomme le plus de straps dans l'équipe et est-ce que certains en ont réellement besoin d'autant? Bon match à tous et à samedi. Alors oui, la consommation, des fois il faut un peu les surveiller, surtout pour tout ce qui va être grippe en lift. Donc ils ont leur propre pharmacie où on sait qu'on retrouvera plus rien à la fin. Je mettrai pas quelqu'un en particulier qui ressortira, mais les avants consomment énormément, à croire qu'ils sont plus fragiles que les trois quarts. Mais les avants consomment énormément de straps, oui, effectivement. On passe une bonne demi-heure à chaque fois à strapper tout le monde. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alexandre d'avoir été parmi nous. On vous souhaite bien sûr une très belle saison au sein du CAL avec votre groupe, avec bien sûr le moins de blessés. Et samedi à commencer avec les vôtres par une victoire. Ouais, une belle victoire. Ouais. Merci, à bientôt. Bonne journée. Avant de basculer sur cette prochaine rencontre face à Tyros, intéressons-nous à la dernière journée, la 4e journée de notre poule 2 de National 2, avec les résultats, vous le savez, vous l'avez appris. Périgueux qui s'est imposé sur le score de 46-3, bonus offensif en prime face à notre équipe. C'était le samedi, tout comme la première victoire du bassin d'Arcachon sur le score de 29-28. Limoges est venu arracher le bonus défensif en toute fin de match et aurait même pu l'emporter si la transformation était passée. Marmande s'est imposée sur le score de 33-17 face à Saint-Jean-de-Luz. Enfin,
enfin, pas de vainqueur dans le derby du Gers entre Auch et Florence. Score de parité, 25 partout. Enfin, 2 rencontres étaient prévues dimanche dernier. Niort s'est défait difficilement de Florac, une victoire sur le score de 25-17. Et enfin, Tyros a gagné face à l'Anglette Olympique, bonus offensif en prime, une victoire sur le score de 32-9. Passons aux statistiques de notre équipe première, les statistiques internes. Alors, lors des 2 dernières journées, la réception du RCBA et ce déplacement à Périgueux. Christian Rust avait inscrit 2 essais pour son retour face au bassin d'Arcachon. Bonne-Carrère et Dani Cazorla en ont inscrit 1 chacun. Romain Serré-Périguin avait marqué l'ensemble des points au pied sur cette victoire, je vous le rappelle, sur le score de 32-6. Enfin, les 3 seuls points de la rencontre face à Périgueux ont été inscrits par Arnaud Espilondo. Au niveau des classements, Christian Russ, le Sud-Africain, domine le classement des marqueurs d'essais avec 2 essais et l'ouvreur Romain Serré-Périguin est en tête de celui des réalisateurs avec 43 points. Au niveau des joueurs les plus utilisés de notre équipe première, c'est justement cet ouvreur, Romain Serré-Périguin, qui est en tête avec 270 minutes jouées, 3 titularisations en 4 matchs disputés, suivi de Mathias Martiello et Damien Dupuis. C'est déjà la fin de ce premier épisode consacré au match Lannemezan-Tyros ce samedi à François Sarrat à 15h15. Cette émission vous a été proposée en partenariat avec les ambulances Jacomet de Lannemezan. Je vous donne rendez-vous même lieu, même heure, 19h demain pour vous présenter 2 nouvelles recrues au sein du CAL, Peter Franz Temet et Arnaud Espilondo. Nous partirons dans les Landes à la rencontre de Grégory Moulis, l'entraîneur des avants de l'US Tyros. On terminera cette émission avec Sébastien Petitgiani, le coach des avants du CAL. Merci aux équipes de Chloé Productions et merci à tous de votre fidélité. À demain.